Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie tous les deux d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Je me présente, Cédric Gauthier, je suis docteur en sciences de gestion, j'enseigne au sein même de l'ESTUA et je suis rattaché au laboratoire du GRANEM. Bonjour à vous tous, merci pour votre présence. Donc Pierre-Henri Levaux, enseignant à l'ESTUA en sciences de gestion et doctorant en 3e année également au GRANEM comme Cédric. Bon, alors, je vais commencer la présentation, d'accord. Bon, je vois qu'il y a des professionnels dans la salle, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas une présentation théorique avec plein de concepts, de recherche, etc. J'ai évité cela pour votre plus grand plaisir et j'ai fait quelque chose de concret, beaucoup plus. Voilà, plutôt une présentation autour de mes travaux de recherche en lien avec l'image et l'expérience qui peut en découler. Donc, ma présentation s'intitule « L'image au cœur de l'expérience client ». Cette présentation va se dérouler de la manière suivante. En premier lieu, petite introduction, légère, assez courte, mais pour vous mettre directement dans le bain, voilà, pour savoir de quoi on va parler. Ensuite, un panel de photographies, cette fois-ci, et je vous demanderai, s'il vous plaît, de participer à la présentation. Désolé, mais c'est ce que je fais aussi un peu dans mes classes. J'aime bien faire participer la salle, et je vous demanderai une participation. Merci. Donc un panel de photographies, à vous de voir. Ah, ça bug un peu. On va faire comme ça. Donc à vous de voir et les points déterminants. Bon, petite introduction. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a plus de 6 billions de photographies partagées. Quel que soit le réseau social, aujourd'hui, il y a plus de 6 billions de photos qui sont partagées tous les jours. Et par exemple, ça peut être des photos de votre hôtel, de votre restaurant, des mets qui sont proposés dans vos restaurants, de vos activités en plein air. Tout ça, c'est partagé en continu. Bon. Nous, on va se concentrer essentiellement sur la région Pays de la Loire. C'est elle qui nous intéresse. Donc, cette belle grande région, on constate qu'il y a à peu près 14 100 entreprises touristiques sur l'ensemble des activités touristiques. Ça en fait quand même. Tous ces chiffres proviennent de l'INSEE. Donc, je ne les ai pas inventés, je ne les ai pas pris d'un site extérieur. Ça provient de l'INSEE. 19 millions de visiteurs chaque année. Ça en fait des touristes. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, ce sont ces chiffres-là, et plus exactement, c'est 11 243 hébergements marchands en Pays de la Loire. Il y en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'on constate qu'il faut constamment innover, constamment se différencier de la concurrence. Et comment le faire? Par quoi ça passe? Il y a des choses que l'on peut changer, des choses que l'on peut moyennement changer, et des choses qu'on ne peut pas changer du tout, dans son hôtel par exemple. Bon, les critères qui ne peuvent pas être changés. Par exemple, la localisation. Le lieu où se situe votre structure ne peut pas être changé. Vous ne pouvez pas vous amuser toutes les semaines à prendre votre bâtiment, à le déplacer de ville en ville. Ce n'est pas encore possible. Peut-être qu'un jour, grâce au métaverse, on pourra déplacer à son bon vouloir le lieu de son hôtel ou de son activité. Les acteurs qui se situent autour de vous, ça non plus, on ne peut pas les changer. Ceux qui participent à votre vie, à votre chiffre d'affaires, et ceux qui sont en dehors aussi. On ne peut pas les changer. On ne peut pas leur demander, s'il te plaît, tu pourrais fermer ton business parce que ça a un impact sur moi. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Le style de vos chambres, ça aussi c'est compliqué. Vous n'allez pas pouvoir changer du jour au lendemain le style. Vous avez imposé un style, des normes, des couleurs, etc. Et ça prend du temps. Ça coûte cher
pouvez pas vous permettre de changer constamment la couleur, le mobilier, etc. Ça se fait à peu près tous les 5 à 10 ans en fonction du budget qu'on a. D'accord? Bon, ça, ce sont les critères qui ne peuvent pas être changés. Les critères qui peuvent partiellement évoluer. On a les tarifs et les services proposés. Aujourd'hui, vous pouvez faire évoluer et vous faites évoluer constamment vos tarifs avec du yield management en fonction de la concurrence et aussi les services que vous proposez, vous pouvez les amener à évoluer, à changer en fonction de la clientèle. OK? Bon. Tous ces points, vous les savez, vous les connaissez et ce n'est pas ce qui m'intéresse principalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette dernière partie. Les critères qui peuvent être changés quant à eux. L'image que vous projetez aux yeux du client. C'est ça qui peut être changé. Et c'est ça qui a un impact aujourd'hui. En fait, on constate que le client commence à vivre une pré-expérience grâce à votre site, grâce aux photographies qu'il commence à percevoir. Il va commencer à se projeter dans le bien grâce aux photos. Et si celles-ci sont mal mises en avant, il ne va pas réussir à se projeter dans sa totalité et commencer à vivre l'expérience, à se dire est-ce qu'il va dormir dans ce lit ou pas, est-ce qu'il va se projeter dans cette salle de bain ou pas. Donc ça, c'est important, l'image projetée aux yeux du client. Le deuxième point, c'est l'histoire émise aussi au client. Parce que oui, mesdames et messieurs, vos images racontent une histoire, l'histoire de votre établissement. Et ça, c'est important. Il faut le prendre en compte aujourd'hui, c'est que l'image en tant que telle, en dehors du texte, raconte une histoire. Tout du moins, le consommateur va se raconter une histoire. Peut-être similaire à celle de votre établissement, ou peut-être différente. OK ? Bon, là, je vais avoir besoin de vous. On va regarder 2-3 photos. J'en ai mis 5-6, mais au vu du temps, on n'aura pas la possibilité de toutes les voir. Alors, avant tout, avant de voir les photos, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une étude sur les critères retenus par les consommateurs. Ceux qu'ils percevaient comme positifs et ceux qu'ils percevaient comme négatifs. Donc des critères qui leur permettaient de se raconter une histoire ou des critères qui les amenaient à quitter votre site, tout simplement. À partir de là, l'objectif, c'était d'analyser les images, d'étudier les avis des clients, donc d'échanger avec eux, parce que vous le savez, sans client, il n'y a pas de service. Donc on a besoin d'eux aujourd'hui. On a besoin du client et de le comprendre encore plus. Et faire ressortir les éléments qui fonctionnent. Donc une première étude avec un échange avec des particuliers, et s'en est suivi différents questionnaires avec différentes photos, cette fois-ci. Bon. Alors, première image. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette image-ci? Comment vous la percevez? Alors. Hein? Triste, terne, réduite, standard, ouais. Bon, on retient, d'accord, très réduite, très standard. Ok. Celle-ci, vous en pensez quoi de celle-ci? Au fond, dites-moi, vous en pensez quoi? Hein? Épurée, d'accord. Quoi d'autre? Pas engageante. Ok. Sympa. On peut mettre des points positifs, il n'y a pas que des points négatifs. Hein. Attention. Il y a quoi? J'ai pas entendu. Clotilde? Clotilde? Ah, d'accord, ok. Là, ici, pour celle-ci. King size. Donc, lit, un grand lit. Ok. Luminosité? Ok. D'accord. Convivial, zen. Ok. Celle-ci. Coupé, ouais. Mmh. Ouais. Vieillotte, ok. Celle-ci. Kitsch, j'ai entendu kitsch. Ouais. Alors, je suis désolé pour certains et certaines. Alors, c'est pas vous dans la salle, mais je suis allé prendre des photos parfois d'hôtels de Pays de la Loire. Hein. Voilà. Pour ceux qui reconnaissent leurs photos, je suis désolé.
C'était pas voulu, hein. Voilà, il y a celle-ci et celle-ci. Sympa? Ok. Exotique, oui. D'accord. Bon, vous m'avez fait vos retours, je les prends en compte. Maintenant, je vais vous montrer les différents points qui sont ressortis des différents entretiens, avec cette fois-ci les particuliers. Voilà. Points qui peuvent être améliorés. Le contre-jour. Avec la photo, vous m'avez dit qu'elle était lumineuse. Ils ont parlé de contre-jour, de luminosité faible. Ça faisait un peu sombre. On ne voyait pas le bien dans sa totalité. Le point de vue aussi. Par exemple, la photo, elle a été prise de hauteur comme ça. On a l'impression qu'on écrase la pièce. Ça écrase la pièce. Alors ceux qui prennent de hauteur, qui se mettent sur une chaise et qui prennent la photo, sachez-le, ça écrase votre chambre, ou votre pièce, ou le bien que vous prenez en photo. Il faut le prendre au niveau des yeux. L'angle de vue aussi. Parfois, certaines, on dirait qu'elles sont toutes petites, parce que l'angle de vue a été mal pris. Ou sinon, elles paraissent trop grandes, parce que l'angle de vue est trop important. La théâtralisation aussi de la pièce. Bon, ça, vous pouvez le faire. Attention, quand il y a trop de choses, ça aussi, ça fait côté kitsch. Et la photographie prise par des non-professionnels. Il y a certains sites booking, page booking, où on voit des photos prises par des clients. Parce qu'on laisse les photos prises par les clients. Ça, c'est pas possible. Il faut les enlever. Et aussi, ce qui est ressorti, que j'ai pas mis dedans, c'est les photos des papiers toilettes, des serviettes, des savons. Tout ça, alors je vais vous le dire, sincèrement, ils n'en prennent pas en compte. Et vous perdez de la place sur votre page booking, parce que je le sais, ça coûte cher à chaque fois de mettre des photos, de rajouter des photos, etc. Enlevez-les. Photos qui ne peuvent pas, du moins points qui ne peuvent pas être améliorés, le mobilier, vous n'allez pas le changer tout le temps. La décoration et le style, c'est votre style, c'est à vous, ça vous appartient. Donc c'est normal, c'est votre âme dans votre établissement. La structure de la chambre et la taille de la pièce. Bien entendu, on ne peut pas dire, je vais tout casser, je vais tout refaire. Si votre pièce elle fait 15 mètres carrés, vous ne pouvez pas changer. Si vous ne pouvez pas changer la disposition non plus de la salle de bain, ça ne sera pas possible. Mais il y a d'autres éléments qu'on peut changer. Bon, ok. On va passer à d'autres photos, cette fois-ci. Vous allez voir, il y a un truc qui change. Et cette fois-ci, ce sont des photos, 3 des 9 photos que j'ai pu montrer dans le questionnaire, et cette fois-ci à 265 personnes. C'est des photos d'hôtels de charme, donc je vous donne de suite la catégorie. Hôtel de charme, en moyenne la nuitée c'est 100 €, donc vous savez à peu près, en fonction de... Voilà. Une des premières photos. On voit celle-ci. D'accord, je vous laisse les voir pour l'instant. Imprégnez-vous d'elles directement. On n'échange pas dessus. Et je vous demanderai laquelle vous allez choisir. Celle-ci. On a celle-ci. OK. Il y en a 3 en tout. Et on a celle-ci aussi. D'accord ? Alors, si vous deviez choisir les photos que vous deviez mettre sur votre site ou sur votre page Facebook, page Booking, laquelle allez-vous choisir? La 1, la 2, alors qui pour la 1? Ok. Pourquoi la 1? La 3? La 2? Ok. D'accord. Ok. Pas de souci. On reviendra dessus, sans problème. Qui pour la 2? Je vous rappelle, c'est celle-ci, la 2. Hop là. Celle-ci. Ok. Et qui pour la 3? C'est celle-ci. D'accord. Ok. Oh, très bien. Impeccable. Bon. Je vais vous mettre les différents points qui ont été retenus et la photo ou les photos qui sont ressorties suite à 265 questionnaires récoltés. D'accord. Le premier point à retenir, ça a été en fait la luminosité.
Ils se sont rapprochés d'une photo avec une forte luminosité, qui mettait le bien clairement en valeur. Voilà. Pour eux, le point déterminant dans leur choix, ça a été la luminosité. S'il y avait une luminosité trop forte, du moins trop faible, ils ne percevaient pas le bien dans sa totalité. Normal, ça allait. Par contre, ils se sont petit à petit dirigés vers une très forte luminosité. Voilà. Pour clairement apporter du côté lumineux, clair, mise en avant du produit, etc. Et le deuxième point, ça a été l'angle de vue. Ils ont préféré la troisième photo. Et ils ont préféré la troisième photo, oui. Pourquoi, selon vous? Salle de bain, on va y revenir dessus, regardez. Ouais, on revient juste sur la photo. En fait, on voit la pièce dans sa totalité. On commence à percevoir la salle de bain, on sait où elle est à gauche, d'accord, et on voit la pièce dans sa totalité. Alors oui, c'est pas possible pour tous les hôtels de faire ça, de prendre la pièce dans sa totalité. C'est pour cela que soit vous avez la possibilité, votre pièce est assez grande, partir sur ce type de photo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez partir sur ce type de photo. Voilà. Là, on voit la pièce, on voit le lit, on arrive à se projeter. Elle est épurée, la chambre. Il n'y a pas de côté kitsch avec les serviettes pliées, etc. sur le lit. On voit qu'il y a assez de coussins. Voilà. D'accord ? Hop. Bon. Derrière cela, il y a différents conseils que je souhaite vous donner. En fait, c'est le premier conseil, vous dire qu'il faut que vous fassiez appel à des professionnels pour prendre vos photos. Votre personnel n'est pas spécialisé. Ce n'est pas leur domaine de prendre des photos. Donc, il faut faire appel à des professionnels de la photo qui ont l'œil, qui peuvent voir. Parce que les photos que je vous ai montrées précédemment, ce sont des photos prises par un professionnel. D'accord ? Et aussi, le deuxième point qui est important, c'est peu de photographies. La quantité, ce n'est pas nécessaire. On va préférer de plus en plus la qualité plutôt que la quantité. Donc quand je vois sur certaines pages Booking une trentaine de photos et que ces trentaines de photos ne sont pas conséquentes, ne parlent pas, je change. Et pourtant il est bien noté, hein, l'hôtel. Et pourtant il rentre dans ma fourchette de prix et il est bien localisé. Mais je change parce qu'il ne me parle pas le bien. Les chambres ne me parlent pas non plus. Je ne vous dis pas de mettre vos chambres en premier plan, mettez votre bâtiment, votre accueil, voilà. Mais sinon, le petit déjeuner, c'est bien aussi, mais prendre en photo l'assiette du petit déjeuner et le mettre en premier plan, non. C'est fini. Le client ne recherche plus tout ça. Il veut une véritable expérience et l'expérience commence quand il rentre dans l'hôtel et quand il rentre dans sa chambre. Et elle continue derrière avec les différents services que vous allez proposer. D'accord ? Donc c'était les différents conseils que je souhaitais vous donner aujourd'hui en vous disant que la photographie, elle raconte une histoire. Et cette histoire, c'est le client qui va se l'accaparer et qui va continuer. Et c'est à partir de là qu'il va vivre une pré-expérience. Bon, un dernier point sur lequel je souhaitais revenir, ça c'est tout autre chose, c'est du côté de la recherche. Et ça me tient particulièrement à cœur, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez être acteur de la recherche, vous en tant que professionnel, et venir échanger avec nous ou participer à des colloques. Et en mois de mai, il y a l'AFMAT qui se réunit à Angers, et cette fois-ci, différents chercheurs se réunissent sur des sujets importants, d'accord, de la société, et cette fois-ci tournés vers le tourisme, car comme son nom l'indique, c'est l'Association française de management du tourisme. D'accord ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Cette association rassemble les chercheurs en management du tourisme, les experts, les consultants, les professionnels qui ont conscience que le tourisme évolue constamment et qu'on peut y apporter des nouveautés et que nous aussi, en tant que chercheurs, on a notre place dans ce domaine professionnel. D'accord ? Donc, on avance main dans la main, ensemble, pour créer le monde de demain. Okay ? Donc si ça vous intéresse, en bas, on a un stand, vous pouvez venir, on peut échanger autour de ce colloque, de l'association LAFMAT, et si vous voulez sponsoriser
l'AFMAT, ça sera avec grand plaisir. Du moins l'événement de l'AFMAT. Derrière cela, il y a un but. Le premier, c'est de créer et d'entretenir des réseaux d'échanges universitaires et professionnels, parce que nous formons à l'Estua les professionnels de demain. Tout du moins, on essaye. Voilà, avec un grand plaisir. Et aussi, on souhaite porter des projets collaboratifs de conseil, de formation et d'enseignement. Je vous remercie. Et je passe la parole à mon collègue. Merci. Alors, pour avoir... C'est ça la source. Il faudrait projeter. Ça projette pas? Je pense pas. Ah mince. Parce qu'il n'est pas... On va regarder juste quelque chose en faisant ça. Attends. Paramètres. Système... Voilà. Alors, petite mise en installation. Déjà, je voulais vous demander comment vous allez. Hein, ça me paraît un petit peu assoupi. Voilà, bon, je sais, vous venez de déjeuner et forcément... voilà, donc, moi, ce que je vais vous présenter, dans un premier temps, la petite vidéo que vous voyez derrière, est-ce que vous pensez que ce sont des images virtuelles ou des images réelles? Réelles, on me dit. Alors, c'est à partir d'images réelles, mais ce sont des images de synthèse. Et on est encore au début de la réalité virtuelle de ce que ça propose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les casques n'ont pas d'image en fait en 4K. Alors, j'introduis mon sujet pour vous dire que finalement, j'étudie la réalité virtuelle appliquée finalement au monde du tourisme dans le cadre de mise en valeur de destinations touristiques. Là, ici, on peut voir, alors c'est plutôt des paysages d'Amérique du Nord. Et dans cette application, donc, on peut se rendre compte qu'il y a en effet une dimension déjà réaliste qui est très importante. Donc, dans les travaux de l'étude, les concepts que j'étudie, c'est par exemple l'immersion, la présence et tout ce qui est en fait sentiment d'émotion. C'est-à-dire en quoi cette expérience peut créer une émotion par rapport à d'autres médias qui aujourd'hui sont complémentaires. C'est-à-dire que pour partir en vacances, vous avez le catalogue, vous avez des images, vous avez la télévision, et de plus en plus, les technologies dites immersives, dont la réalité virtuelle fait partie, et c'est dont ce que je vais vous présenter, non pas forcément moi de ma partie sur ce que j'ai pu étudier et ce que je continue d'ailleurs à mener, et notamment lors de la conférence à l'AFMAT, si vous venez, on insiste un petit peu avec la co-auteure, Madame Sandra Camus, qui est la directrice du GRANEM, avec qui on publie justement une communication prochainement. Et le topic, donc là, c'est de voir avec vous, en fait, quel est l'outil en tant que valorisation touristique. La réalité virtuelle, en termes de présentation, donc, et de revenir et de redistinguer avec vous qu'est-ce qu'une technologie immersive, parce qu'il y en a plusieurs, de voir avec vous tout ce qui va concerner finalement les tendances, les solutions qui vont être possibles en termes d'application dans vos différents événements, comment exploiter cet outil finalement pour faire vivre une expérience qui est marquée donc par des interactions sensorimotrices, c'est-à-dire que au-delà du story living, enfin du storytelling, c'est-à-dire j'écoute une histoire, on me raconte une histoire, je vais vivre cette histoire. Et donc j'engage le consommateur dans une expérience qu'il va s'approprier. Il y a une forme de nidification. Et cette nidification, qu'est-ce qu'elle a comme impact? Alors, on peut remarquer qu'il y a une forme d'engagement et on va découvrir finalement les différentes solutions pour vous, pour exploiter en tant que professionnel du tourisme, l'expérience de réalité virtuelle dans une expérience client. Et enfin, je vous donnerai la formule magique. Alors, bien évidemment, vous la révélerez à personne pour faire fonctionner cet outil
en tant qu'outil d'efficacité promotionnelle. Est-ce que ça vous va? Je peux changer ma présentation. Bon, vous me dites. Tout d'abord, j'en profite pour refaire une petite introduction, finalement un peu légère. D'accord, je vous avoue, je ne suis pas là pour faire un one-man show, mais je me suis dit quand même qu'illustrer cette réalité virtuelle, il faut concevoir que c'est une technologie. Et les technologies, si on remonte le temps, depuis le début du XXe siècle, elles sont très controversées. Par exemple, on a dit à Sir Thomas Edison que l'ampoule resterait dans l'ombre. Qui lui a dit ça? Alors sûrement pas une lumière. Ou alors quelqu'un de têtu, peut-être Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer. Qui a dit également à Graham Bell que le téléphone ne résonnerait que dans l'illusoire? C'est quand même fort. Vous en êtes d'accord? C'est peut-être vous, madame, non? Non? Vous êtes sûr? On a dit à Henry Ford que les chevaux continueraient à garnir les places de stationnement des supermarchés en 1900. Or, c'était peut-être un écologiste, c'est jamais, ils existaient sûrement déjà à cette époque. La télévision, identique. Alors, Jean-Baptiste Tréboul n'est pas là, mais je pense que c'est sûrement quelqu'un de Revue Espace qui ne voulait pas la télévision. Kodak a raté le virage, finalement, du numérique pour passer de l'argentique à la chape de plomb. Si on continue sur le smartphone, ici un clin d'œil pour certains chercheurs, je pense qu'ils étaient contre, peut-être Sarkozy, Bismuth ou Herzog, 2014, peut-être que certains comprennent l'allusion. Humoristique, je précise. Et donc, qu'en est-il de la réalité virtuelle? Qu'est-ce que cette technologie va devenir alors que nous sommes en 2022? Et vous voyez que ce sont des innovations qui, finalement, ont succédé dans ce siècle et qui, aujourd'hui, sont omniprésentes autour de nous, dont, finalement, beaucoup de précurseurs disaient « c'est voué à l'échec ». La réalité virtuelle, d'ailleurs, on peut le voir dans la presse, aujourd'hui, connaît une constante critique, ou une forme, en tout cas, de scepticisme, alors que on va le découvrir, finalement, on va revenir dessus, comment finalement ça évolue tous les jours et auprès du grand public, voire aussi de l'aspect des professionnels et des développeurs. Parmi les technologies immersives, vous avez tout d'abord la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est finalement on ajoute du virtuel dans l'image réelle. Alors là, aujourd'hui, l'automobile, par exemple, avec la 5G, on va en avoir au quotidien. C'est-à-dire que vous allez mettre votre smartphone un petit peu sur un ancien site, et ça va vous reconstituer le site sur votre téléphone comme il était il y a 100, 200, 300, 500 ans. Ça, c'est une technologie qui, dans le tourisme, fonctionne de plus en plus, et notamment à Paris, vous avez des visites sur Montmartre, la Tour Eiffel, vous allez au sommet de même la Tour Montparnasse, et vous pouvez faire un panorama, et vous pouvez avoir, donc, selon l'angle de vue, une reconstitution de l'image telle qu'elle était, ou telle qu'on veut vous la montrer finalement. La deuxième technologie, c'est la virtualité augmentée. Pour le moment, elle est plutôt utilisée dans la mode. Donc, vous arrivez dans une cabine d'essayage, plus besoin de mettre une veste, ou alors on va vous montrer comment vous serez avec un pantalon. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vous montrer une image réelle dans le virtuel. On va vous projeter dans cette image virtuelle. Donc, c'est plutôt fashion, c'est plutôt tendance. Et il y a un potentiel qui est utilisé, en tout cas, de plus en plus également dans ces aspects. Et ce qui nous amène à la troisième technologie réellement qui est connue du grand public, la réalité virtuelle. Celle-ci, donc, si vous êtes passé, pour certains, j'en reconnais sur le stand, il y a plusieurs façons de l'exploiter. Il y a soit on met le casque, donc ça c'est l'outil le plus démocratisé et qui semble faire aujourd'hui, en tout cas figure auprès des principales innovations qu'on peut retrouver d'un point de vue commercial. Mais la réalité virtuelle est utilisée en médecine, par des pilotes d'avion, dans différents secteurs. Dans l'éducation, j'imagine, demain, on aura certains de ces outils. Et on peut l'avoir, en fait, avec des écrans panoramiques à 360. Un casque, on est sur 400 €. Un écran panoramique, comme Air France, par exemple, développe, on est sur 50 000 €. Donc les technologies sont forcément pas toutes, en fait, au même point pour l'aspect du grand public. La réalité virtuelle, finalement, c'est une technologie, je vous disais, d'interaction, mais qui est multisensorielle. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, pour certains, allé au Futuroscope. On parle non pas de 4D, c'est-à-dire, vous savez, les écrans où il y a un petit peu de fumée, il y a une petite odeur, il y a un petit peu de pluie, il y a un cinéma dynamique. C'est-à-dire que là, on est ce qu'on appelle une technologie, en fait, de 9 dimensions. Vous êtes sensibilisé sur le son, sur la vue, sur
demain l'ouïe, l'odorat et encore plus le goût. Donc là, les marques de fragrance travaillent dessus, les grandes marques, pour proposer demain à leurs clients un échantillon directement de leur domicile. Voilà, vous voulez tester du Kenzo, vous voulez tester Jean-Paul Gaultier, vous le pouvez. Et donc, ça nous amène en tourisme, par les institutions de mise en valeur des territoires, d'utiliser cette technologie. Comment elle est utilisée? Premier graphique, donc celui qui est en plus grand, c'est-à-dire en bleu, finalement l'échelle est ici en millions. Et pour la France, en jaune, donc non pas que la France soit plus importante, c'est juste que l'échelle, en fait, ici est en milliers. D'accord? Mais si on remarque bien la tendance, finalement, française, suit bien la tendance d'évolution, et si on remarque, selon les estimations, on voit que l'année 2025 sera réellement la percée de la réalité virtuelle en termes de possession d'outils par le grand public. C'est-à-dire que vous, demain, en tant qu'organisation, et vous avez dû suivre dans le métavers, par notamment une plateforme qui s'appelle Sandbox, qui aujourd'hui attire des groupes comme Carrefour, L'Oréal, Nike, Gucci, Hermès, Kering. On a eu Arte récemment qui a proposé un concert, et peut-être même Travis Scott, certains l'ont peut-être vécu, qui était sur directement le jeu très connu, en tout cas, voilà, sur la plateforme, qui a rassemblé plus de 300 millions quand même de personnes pour un concert. Imaginez une salle de concert avec 300 millions de personnes en même temps. Donc la réalité virtuelle, en tout cas, le propose. Ici, ce sont les dimensions. Oui, le jeu, c'est Fortnite. Hein, je l'ai entendu, tout à fait. Bravo à vous. Dans les solutions, ce que je vous propose, alors oui, pour revenir rapidement quand même sur la France, à la rentrée 2022 en France, il y a une volonté, c'est qu'on va être le premier pays au monde à proposer une école, ça s'intitule le Metaverse Collège. Il va ouvrir à La Défense, et cette école a justement pour optique de former, d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays mondiaux pour former les futures compétences attendues par les structures de demain pour développer les solutions. Sur les solutions qui sont finalement à votre portée, il y a deux types d'exploitation de la réalité virtuelle. Je vous donne la solution la plus simple et je vous donne une solution un petit peu plus élaborée. Et je prendrai illustration avec une entreprise qui est parmi nous aujourd'hui, qui est Render, qui utilise notamment les applications. Ici, la vidéo, on a des images donc, qui sont finalement filmées de manière réelle. Donc vous allez finalement avec une caméra à 360, vous voulez visiter par exemple Angers, vous baladez avec votre caméra et vous prenez les spots qui vous intéressent. On peut l'enrichir d'une narration, on peut faire vivre cette visite donc finalement selon un parcours. Il y a quelques quand même limites parce que vous n'êtes pas totalement acteur. C'est-à-dire que l'expérience, c'est un peu comme une télévision un petit peu plus immersive, mais vous n'êtes pas en fait libre de vos mouvements, comme quasiment un jeu vidéo. Ce serait, disons, la différence qu'on va retrouver donc avec une application qui va offrir une liberté de déplacement, une ludicisation, caractère, élément donc, de la gamification en anglais qui finalement est étudié dans la thèse que je mène. Et vous avez donc également la possibilité ensuite d'assister. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus complexe aussi à mettre en œuvre, mais il suffit de mettre un tutoriel, d'expliquer. Et c'est un outil où on remarque, même les personnes qui ne sont pas adeptes des jeux vidéo, qui ne sont pas adeptes des nouvelles technologies, s'y prennent vite finalement au jeu et arrivent rapidement à maîtriser, à réaliser les actions. Donc les expériences sont menées, je reprends l'exemple donc de Render, vous faites une visite en réel, physique. Il faut faire attention parce que la réalité virtuelle, il ne faut pas la transposer, ça c'est très important, à une technologie différente. Je prends un exemple d'un audioguide, vous allez au Mont-Saint-Michel. On remarque également par les audioguides, le problème c'est que les gens n'écoutent pas tout. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ils en ont marre, parce que c'est un petit peu longuet. La réalité virtuelle, des entreprises ont essayé de transposer une visite telle qu'elle sur la réalité virtuelle. C'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, Render l'a compris, l'a étudié. Et lorsque vous allez arriver, par exemple, sur le lieu, on va vous arrêter, vous allez mettre le casque et vous allez faire une activité qui va enrichir la visite. C'est-à-dire que l'exploitation de la réalité virtuelle doit avoir une application, mais qui lui est spécifique par endroit ou adaptée à un cadre particulier. Et lorsque le client, finalement, ou le consommateur est sur place,
on se rend compte non seulement parce qu'il y a des éléments dans la réalité virtuelle qui mesurent le temps d'attention et le temps où la personne a passé à faire l'expérience et le nombre de fois qu'il l'a refait. Et là, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que la personne va refaire l'expérience plusieurs fois et va la refaire intégralement. Alors qu'ils avaient également mesuré l'expérience totale telle transposée en audio guide, et ben ils se rendaient compte que finalement les gens arrêtaient l'expérience également avant la fin. Parce que trop longuet, parce que on nous montre quelque chose, mais qui est là. Donc, lorsque vous ferez en tout cas cette transposition, si vous souhaitez le faire, il faudra quand même étudier et vraiment rendre l'acteur en story living, mais sur des moments ou d'une manière qui n'est pas finalement la transposition littérale d'une expérience classique ou qui serait vécue dans la réalité normale. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme expérience ? La réalité virtuelle, soit c'est un événement et une expérience intrinsèquement, pour elle-même, à part entière. Elle remplace l'expérience, tel un concert, une visite ou un élément que vous voulez faire en fait vivre à l'individu. On peut avoir, deuxième élément, sinon une visite virtuelle pour mettre en avant un territoire. Donc là, ça peut être le cas d'une région. Il y a un travail de thèse qui a été mené récemment sur les destinations qui sont peu connues. Ils ont comparé Gizeh avec Alminia. Ici, j'imagine que tout le monde connaît Gizeh, mais que personne ne connaît Alminia. Eh bien, dans le circuit, Alminia a les mêmes richesses culturelles, patrimoniales, historiques, architecturales. Il y a des pyramides. Il y a autant de vestiges importants, mais parce que ce n'est pas connu, parce que ce n'est pas dans, on va dire, l'inconscient collectif, eh ben, les gens n'y vont pas. Et avec sa thèse, elle a constaté que les gens, finalement, en ayant la VR, disent à l'issue de l'expérience, mais c'est vraiment joli, c'est un très bel endroit, et le jour où je vais en Égypte, j'aimerais visiter finalement cet endroit pour de vrai. Donc pour des destinations qui sont peu connues, c'est aussi une chance pour vous de mettre en avant ce que vous faites, d'expliquer qui vous êtes et de mettre en avant finalement votre expérience. Alors avec la réalité virtuelle, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que par rapport à une image, et non pas pour dire que l'image n'est pas bien, au contraire, je pense que le travail qu'a fait M. Gauthier est spectaculaire, et au contraire, l'image donne tout, mais la réalité virtuelle peut permettre à l'individu, en complément, de voir sous un angle, disons, authentique. Nous, on a découvert que la réalité virtuelle, quand les gens visitent, ils disent on est sur le lieu et on a l'impression qu'il n'y a pas d'artefact. Et c'est-à-dire qu'on ne nous cache pas les choses. C'est vrai qu'une image, on peut se dire si elle est limitée, est-ce que là, on n'est pas un peu en train de me vendre une expérience sous un angle qu'on veut me montrer ? La VR, c'est vous allez dans le lieu et en effet, quand vous tournez à 360, s'il y a une belle plage, derrière, vous n'aurez pas une décharge. Il y aura toujours des limites, bien évidemment. Si la technologie tombe dans les mains d'une personne qui vous montrait quelque chose qui est beau mais qui n'existe pas, ça existera toujours. Mais je veux dire, c'est un élément en tout cas qui augmente l'authenticité. Et la dernière visite, donc là il y a une autre société qui est en bas, Eop Voyage, qui vous propose des visites virtuelles parce qu'aujourd'hui, on a un public comme les seniors, ne les oubliez pas, les PMR, les personnes handicapées, qui sont des touristes potentiels mais des touristes limités. Et la réalité virtuelle permet de transporter des personnes là où on ne peut pas aller. Alors un autre exemple de visite guidée qu'ils font, c'est les 24 heures du Mans. Ils proposent sur place ou en distance sur le site de pouvoir aller voir ce qui se passe dans les stands durant la course, dans des endroits que nous on aimerait justement découvrir, mais on ne peut pas aller en vrai. Et ça c'est génial parce que vous faites un tour de piste, imaginez, à 300 km/h avec une moto, vous êtes chez vous dans votre salon, mais vous la vivez parce qu'il est dans la réalité virtuelle. Venez me voir si vous n'avez pas découvert, vous verrez en fait la profondeur du champ. Les premières fois, c'est quand même bluffant et c'est vrai qu'on s'y prend assez vite. Alors, comment l'utiliser maintenant d'un point de vue de la communication ? C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Vous pouvez l'utiliser pour en faire, premièrement, de la publicité. Télévision, radio, demain, la réalité virtuelle est un canal. Et donc, c'est peut-être aujourd'hui un élément de différenciation, déjà pour vos futurs ou vos clients actuels. Pour une présentation d'établissement, alors on n'est plus sur un teasing, un petit pitch, vous pouvez vous présenter, vous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, le caractère authentique, vos équipes. On va enrichir d'expériences, d'accord, d'expériences immersives qui vont finalement donner là encore, et je reprendrai ce que M. Gauthier nous a dit tout à l'heure, c'est une pré-expérience, et cette pré-expérience, c'est vrai qu'elle conditionne, d'accord ? Elle peut lever les risques, mais aussi donner confiance. Et puis ça peut aussi tout simplement dire finalement non, ça ne me correspond pas. C'est là le caractère en fait authentique. La promotion d'une destination, donc toujours dans le caractère intrinsèque,
mais plus quand même sur l'expérience qui est présentée. Et on peut faire également, avec la VR, des visites en direct ou en différé. Donc en direct, une société à Clisson, donc toujours dans la région du Pays de la Loire, propose des visites en drone pour mettre en avant finalement vos lieux. Et ils se sont rendus compte que les gens, une fois avoir vu le lieu du dessus, veulent visiter le lieu pour de vrai. Alors qu'à la base, ils n'étaient pas spécialement intéressés d'aller sur ce lieu ou dans cet endroit. Donc il y a une dimension de projection. Là, c'est l'expérience client. Donc pour récapituler finalement un petit peu ce qu'on a pu voir, c'est je peux visiter, je peux découvrir, je peux commencer à vivre un petit peu mon voyage. Alors qu'est-ce que finalement pour une destination touristique, cette expérience va offrir aux touristes? Déjà pour vous, c'est un outil qui va permettre la décision. Parce qu'en effet, un client qui vient, qui vous dit je cherche telle destination, tel endroit. Je prends l'exemple d'une agence de voyage. Il hésite, il a indécis parce qu'un voyage, ça se prépare, ça se budgétise. Cet outil-là va lui enlever les freins et va lui montrer finalement sous un angle plein et entier, qu'est-ce qu'il peut voir? Imaginons sa chambre d'hôtel, il va pouvoir visiter son hôtel avant, des prestataires, et vous allez pouvoir fédérer un réseau, parce qu'imaginons dans le lieu où vous allez, vous vous dites voilà, je vais présenter en même temps, on peut faire de l'aviron à Angers, on peut faire pourquoi pas de l'escalade, un trek, une visite de nos touristes. Imaginons que cette expérience soit enrichie de vos prestataires. Ça pour vous c'est un plus, parce qu'en plus vous allez fédérer un réseau, et avec ce réseau vous allez pouvoir mettre en avant sous un angle plus immersif les expériences. Et ça c'est vraiment d'une efficacité commerciale assez, je pense, des retours qu'on a, en tout cas plaisants, et qui traduisent une intention réelle de la personne de visiter le lieu pour de vrai. La pré-expérience, donc, va aussi conduire à des choix de visite. Imaginons, la personne, maintenant, elle est sur le lieu, et elle a le choix, en fait, entre plusieurs sites. La réalité virtuelle lui aura permis, en fait, de choisir le site sur lequel se rendre. Alors que elle n'en aurait peut-être pas eu connaissance, ou dans un quartier, elle va se dire, voilà, c'est loin du centre-ville, je prends Paris, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'en périphérie, si avant elle a l'information, ça va l'amener à se déplacer vers ce lieu. Si elle ne l'a pas, ça va rester un élément, disons, marginal, ou elle va rester à la brochure, en fait. Voilà. Et puis elle va se dire, je ne suis pas convaincu, ou on est là, on n'y va pas. D'accord ? Donc l'élément qui peut lui être donné. Et finalement, la VR peut être vécue ensuite à l'issue de l'expérience, comme une remémorisation, évoquer les souvenirs et revivre cette expérience. Donc, si je revis l'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais communiquer à ma famille, à mes proches, à mon entourage, que la VR c'est super, que c'est génial, que j'ai apprécié, que j'ai adoré, je vais avoir le sourire de A à Z. Et donc, selon vous, est-ce que ça peut entraîner une fidélisation? Est-ce que ça peut entraîner aussi une communication positive envers la marque? On est dans cette optique-là, en tout cas. Peut-être pour tout le monde, ça ne peut pas correspondre. Mais en tout cas, pour une majorité, ce qu'on a pu observer, c'est que oui, ça a aussi cet effet-là. Donc la formule magique que je vous donne, non pas pour transformer vos prospects en gentils clients prêts à sauter sur votre offre, mais en tout cas, ça pourra y contribuer, c'est que l'expérience, finalement, à part entière, donc elle est plus immersive. Ça, c'est une évidence qu'une expérience classique, même sur une télévision ou un écran de cinéma. Elle est plus ludique, donc les gens vont s'amuser. Le story living, c'est ça, c'est je viens pour un événement et je m'amuse. Donc, deuxième élément. Elle est donc plus authentique. Voilà, j'ai vécu quelque chose comme si j'y étais. Bon, venez me voir tout à l'heure, si vous souhaitez, ou sur les stands de Render ou de EOP, vous comprendrez par vous-même si vous n'en avez pas fait, où on est acteur, on se sent en fait dans le lieu, on se sent le personnage. Moi, j'ai étudié par exemple le sentiment d'incarnation. Et les gens me disent, ah oui, c'est quand même incroyable, on se sent en fait à un moment donné le kayakiste ou la personne qui fait l'escalade. Donc nos recommandations s'adressaient, et là je ne pense pas que ce soit le cas, mais à des établissements qui promeuvent aussi des activités de plein air, des activités sportives. Et la réalité virtuelle donc, est liée quand même à un aspect, ce que je vous disais tout à l'heure, hédonique. Donc là, c'est vraiment le point fort. C'est-à-dire que là, en termes émotionnels, vous allez susciter des émotions fortes chez les personnes. Alors, fortes, on va relativiser. Des émotions positives. Pour conduire à quoi? Ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous vendez un produit et
et vous voulez faire plaisir aussi à vos clients. Je pense que c'est le leitmotiv. Je vends quelque chose, je le vends parce que c'est le business approach, c'est-à-dire voilà, on est sur une activité lucrative ou en tout cas à dimension économique, mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est de faire plaisir aux personnes qui sont venues me voir. Parce que quand la personne va partir avec sa famille et va me dire « Merci beaucoup, j'ai passé un moment génial chez vous », bah, je pense que vous serez aussi heureux que vous-même d'avoir fait en fait plaisir à ces personnes-là. Et de vous dire « Voilà, ce que je propose, bah, y a aussi une satisfaction et donc il y a une qualité de ma prestation. » Et donc ça, pour vous, c'est ce qu'on appelle en marketing l'enchantement ou le réenchantement de l'expérience client. Et en marketing expérientiel, c'est la finalité finalement de quelque chose qui est assez important. Je ne vais pas vous en dire plus, il y aurait vraiment beaucoup de choses encore. Si vous avez plutôt dans ce cas des questions, des points d'interrogation sur la réalité virtuelle, sur les concepts, je peux y répondre. Et en tout cas, bah, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous. En tout cas, c'est peut-être pas la fin pour tout le monde, à l'espace F05 et également donc, aux professionnels autour de nous qui proposent donc, des expériences aujourd'hui en VR. Donc profitez-en parce que c'est une chance si vous n'en avez pas encore fait en tout cas. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour Cédric et Pierre-Henri? N'hésitez pas. Oui, hop, je vais passer le micro. C'est pas très... peut-être comme ça. C'est pas mal, hein, on vous entend. Hein. Ouais, c'est bon. On va essayer comme ça. Merci. Oui, on m'entend. Alors j'ai deux questions en réalité. La première, mais je ne sais pas si c'est vous qui pourrez y répondre ou plutôt il faudra se diriger vers les stands spécialisés. C'est en termes de coût, parce que ça a quand même un certain investissement. En ce qui concerne l'investissement dans la création du coup du support audiovisuel de réalité virtuelle et le coût de l'investissement de ces fameuses du coup lunettes. Donc je m'interroge en fait sur le retour en fait justement sur nos entreprises. En fait, cet investissement peut vraiment être rentable sur le long terme. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est que justement, on parle d'enchantement par la réalité virtuelle. Et est-ce que si par derrière, en fait, on n'est pas au top niveau, il peut pas y avoir cet effet de bah mince, on m'a vendu du rêve et en fait, c'est pas à la hauteur de mes attentes. Parce qu'on le voit par exemple quand je pense à la publicité, je prends un peu ça comme un objet de publicité en fait. Je me dis des fois en fait via la publicité on nous vend du rêve et finalement voilà, le retour n'est pas forcément aussi positif que ce que l'on affiche. Point de vigilance quoi en fait. Comment on se met sur ce créneau en fait de pas être dans le trop quoi. Je vais répondre à votre deuxième question parce qu'elle est très importante et là vous avez tout à fait raison. Imaginons une famille qui décide qui a mis de l'argent de côté, qui fait un voyage assez loin, on lui a vendu du rêve et on ne lui donne pas satisfaction. Finalement, la réalité virtuelle, ce que je vous disais tout à l'heure, attention à la mise en valeur. C'est-à-dire que l'authenticité, il faut mettre en valeur votre bâtiment et votre événement ou ce que vous avez fait, mais de manière finalement réelle. C'est-à-dire que la caméra, elle tourne comme une caméra réelle ou si là on est sur de la vidéo, une visite touristique que vous allez enrichir avec une mise en scénario, mais si c'est le produit que vous mettez en avant et que vous commercialisez, je pense qu'il n'y aura pas de gap avec ce que vous proposez finalement. Imaginons un voyage, on prend le Portugal. Si vous montrez la plage, l'hôtel, faites visiter l'hôtel, ses chambres, commencez peut-être avec une différenciation. Il faut que le client, là je suis d'accord avec vous, il faut que quand il arrive, si dans l'hôtel c'est du marbre, c'est des belles décorations, et faut qu'il s'y retrouve. Si d'un seul coup il arrive et puis non, en fait c'est plus du marbre, c'est de la paille, il y a des mégots partout, les tapas, c'est... Là par contre, alors là c'est sûr que vous derrière, si vous êtes l'agent, si vous êtes en plus l'intermédiaire du professionnel, que vous avez vendu du rêve et que derrière vous ne l'assumez pas, on va même vous dire mais c'est de l'escroquerie. Donc en fait je pense que ça conditionne, ça prolonge, voire ça permet de se projeter, mais ça permet de se projeter par rapport à un environnement qui est réel. C'est-à-dire que si vous prenez une caméra 360, vous n'allez pas rajouter d'artifice dans votre expérience. En tout cas, c'est sous cet angle qu'il faut l'entrevoir. Et ça peut se passer que ce soit au niveau de la réalité virtuelle, même au niveau de la photographie. Quand on regarde, je peux prendre une photo et de l'autre côté, mentir à mon client. Quand je parlais de grand angle tout à l'heure, il faut faire attention avec ça, parce que si on prend un trop grand angle, on peut donner une impression de grande chambre, et c'est peut-être pas le cas. J'ai déjà fait l'expérience
aller par exemple à Lyon, j'ai regardé sur le site, les chambres paraissaient très grandes, j'arrive, c'est une cage à poules, pour le dire comme ça, avec des pales au plafond, tel un ventilateur, ça donne pas du tout envie. Et ce que j'ai vu sur le site, j'ai vu des grandes chambres. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut trouver le juste milieu avec le client, parce que c'est lui en fait qui fera un retour d'expérience et c'est lui qui laissera l'avis. Et si vous s'il y a une différence entre ce qu'il a attendu et ce qu'il perçoit, il sera automatiquement soit satisfait, soit insatisfait, en fonction de l'ampleur. Mais c'est ce qu'on voit en relation de service. Il faut faire le juste milieu entre ce qu'il va percevoir, voilà, ou ce qu'il attend. C'est pour dire que oui, si je me permets, mais c'est pour dire si vous vendez une Ferrari, ne livrez pas une 2 chevaux. Non mais l'image est là, c'est-à-dire que le mimétisme, quand même, dans ce que vous allez vendre, il y a derrière la congruence du produit dans ses qualités. Maintenant, je prends l'exemple, aujourd'hui on le voit, sur Internet, demain vous allez sur Amazon, vous achetez une montre, des draps, du textile, quand ça arrive chez vous, vous avez une perception de l'image, de la fibre, et quand vous arrivez, c'est vrai que la texture, les choses, on l'a pas. Donc des fois, on est déçu après du produit. Vous voyez, mais on va pas dire c'est du vol. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vois, je suis déçu, je retourne le produit. Vous voyez, commande chez Zalando, je prends des marques ou ailleurs, un commerçant, on voit le produit, on dit bah non, finalement, c'est pas ce que je vois. Mais la couleur est bleue. Si demain on vous envoie un produit qui par contre correspond pas, même en logo, en taille ou autre, là vous allez dire là il y a autre chose. Et vous allez laisser un avis qui est négatif. Donc ça, par contre, c'est important, surtout en tourisme, parce que là, les budgets ne sont pas les mêmes, et vos clients qui peuvent revenir et recommander, là, ça peut être catastrophique, quoi. Je veux dire, là, même humainement parlant. Et pour la première question, alors, il y a aussi peut-être, pour l'aspect application, s'il est d'accord, Laurent Lefebvre, donc de la société Render, qui va pouvoir peut-être même plus vous aiguiller, soit directement ici ou là, mais si vous voulez faire, par exemple, ça dépend ce que vous voulez faire, mais si vous voulez juste mettre en avant votre environnement, le lieu, ce qu'il vous faut, c'est acheter une caméra à 360 ou la louer. Pas cher. Des casques de réalité virtuelle aujourd'hui, pour 300 €, vous en avez. Si c'est dans une agence, combien d'expériences vous passez? Même sur un festival, moi je le vois, 4 casques de réalité virtuelle suffisent. Voilà, vous en avez même 4, 2, ça dépend du temps. Et ensuite, ça va être juste un montage, c'est-à-dire que vous êtes allé dehors, vous avez pris vos photos, vous avez pris vos différents lieux, vos chambres d'hôtel, etc. Vous allez pouvoir rajouter une musique, rajouter un petit discours. Ça, finalement, alors, par contre, je rejoins quand même Monsieur Gauthier, c'est-à-dire que ne le faites peut-être pas vous-même, faites peut-être appel à des professionnels pour bien séquencer, voilà, pour qu'il y ait vraiment un rendu, un cadrage. Ça tremble, dans la vidéo ça tremble, parce que souvent ils ont des stabilisateurs, donc il faut que ça passe par là, en fait, par un professionnel qui s'y connaît pour tout filmer. Après, attention, je préfère juste faire un petit point, vous n'êtes pas obligé de passer non plus par la réalité virtuelle. Si vous êtes en adéquation avec cela, vous pouvez tout simplement aller sur de la photo ou de la vidéo, mais il faut que ça soit aussi performant et il faut derrière ne pas mentir au client et faire appel aussi à un professionnel. Voilà. Il y a différentes possibilités aujourd'hui qui s'offrent à vous pour communiquer la réalité virtuelle, la photographie, la vidéo, et voire même aujourd'hui sur certains sites, vous avez la possibilité, certaines destinations mettent en haut de collines, en haut de plaines, dans les champs, une caméra en 360, et vous avez la possibilité sur leur site de regarder un peu aux alentours, d'entendre les oiseaux, de regarder les animaux qui passent, etc. Et c'est vraiment un réel plus, sans passer automatiquement par des casques. Alors, ce qui peut être fait aussi dans un tournant, c'est qu'on a le Tourisme Innovation Lab qui est aussi avec l'Université d'Angers. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, revenez me voir. Je peux vous mettre en relation pour pourquoi faire une démonstration, une expérience. On a des stagiaires avec l'Estua en marketing digital et on travaille nous aussi avec le Granem, avec Polytech Angers, qui nous fournit les casques et qui travaille sur Unity, qui fait du développement. Et on peut vous donner les contacts pour faire de la vidéo. Ça peut tout à fait être mis en œuvre. Et là, si Monsieur Lefebvre, sur l'aspect par contre plutôt application, et peut vous présenter un petit peu ce qu'il fait et vous expliquera beaucoup mieux que moi, je pense. Votre première question, du coup, c'était sur le coût pour mettre en place l'investissement pour mettre de la réalité virtuelle. Alors, nous, ce qu'on fait, alors il y a beaucoup de lieux en France qui sont des lieux de patrimoine qui sont détruits, endommagés ou totalement inaccessibles au public. Et ça crée une frustration pour les visiteurs. Donc, chez Render, on fait 2 choses. La première, c'est qu'on reconstitue une ville entière en images de synthèse à l'Antiquité, au Moyen-Âge, avant-guerre.
pour offrir une compréhension au public de comment était le lieu avant. Deuxième chose, on crée des parcours ludiques sous forme d'escape game, d'adventure game, sur application mobile, pour que les visiteurs soient guidés à la découverte d'un lieu, et lors de leur expérience, cheminement applicatif, ils vont avoir des expériences en réalité virtuelle qui vont ponctuer leur lieu. Donc je suis par exemple dans des ruines gallo-romaines, avec un théâtre gallo-romain, je mets mon téléphone dans le casque et le casque sur ma tête, et là je me retrouve dans le théâtre avec une foule en délire en pleine antiquité. Le coût en matériel, il est extrêmement faible, je dirais, puisque c'est sur le smartphone des visiteurs. Ce que vous leur vendez, c'est des cardboards, des casques de réalité virtuelle en carton. J'en ai en bas, je pourrais vous en montrer. Et vous les vendez 2, 3, 4, 5 euros. Vous faites du bénéfice avec. Donc, il n'y a pas trop de difficultés à partir de ça. Ce qui coûte cher dans nos prestations, c'est bien sûr les reconstitutions. Voilà. Mais après, c'est subventionné. Alors, Delphine, tu as payé combien pour le projet à Vouvant? Tu veux que j'annonce le prix? On était sur un budget total de 38 000 euros à peu près. Mais sur les 38 000 euros, il y a 20 000 euros, 25 000 euros pour la reconstitution en images de synthèse. Si vous avez des lieux qui sont inaccessibles au public et qui existent encore et qu'il n'y a pas besoin de les reconstituer, vous avez juste besoin de prendre des photos. Comme disait Pierre-Henri, il y a juste besoin de prendre un appareil photo 360, de prendre quelques photos, et ça vous permet d'y donner accès. Donc pour moins d'1 millier d'euros, si vous avez 5-6 endroits qui sont inaccessible au public dans votre ville, vous pouvez le faire pour moins d'1 millier d'euros et après le donner accès aux visiteurs d'une manière ou d'une autre, une application ou d'autre manière sur votre site internet. Merci. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon. Des volontaires pour venir nous rejoindre? Ouais, faites-le, c'est super. J'ai testé 2 fois. Je suis fan absolu. Oui, faites cette expérience-là. Avec Pierre-Henri, c'est vraiment bluffant. Et effectivement, ça procure énormément d'émotions. Et ça, on se projette dans l'univers. Donc j'ai eu la chance, moi, de voyager en Antarctique et c'est juste, mais amazing, quoi. C'est top. Donc faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. L'idée, c'était effectivement de vous faire découvrir, comprendre que la recherche, c'est pas des gens lunaires, hein, c'est pas que voilà, des chercheurs fous là dans leur labo et qui servent, on sait pas à quoi, ils cherchent, de temps en temps ils trouvent, mais parfois. Là l'idée c'était vraiment de dire bah non, à l'Estua il y a vraiment des gens qui cherchent, mais des vraies solutions pour vous aider, vous professionnels, et très très concrètes. Donc servez-vous d'eux parce que ce sont des scientifiques et ils étudient les comportements des consommateurs et de façon extrêmement précise et sérieuse. Et je trouverais dommage que cette manne, justement, qu'ils ont entre leurs mains, ne vous serve pas à vous, professionnels, pour justement adapter votre offre, vos services, etc., à vos clientèles ou à vos prospects. Oui, on essaye de le prouver aussi à travers... On essaye aussi de le prouver à travers différentes conférences, différents colloques, comme l'AFMAT. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir nous écouter durant ces périodes-ci. On est en bas au niveau du stand et ça nous fera extrêmement plaisir de partager avec vous nos connaissances et de les mettre en application directement sur le terrain. Et parfois même, ces applications existent déjà, juste pour servir comme exemple, pour les appliquer dans d'autres terrains d'activité. Voilà. Pour terminer, je vois qu'il y a quand même des étudiants aussi parmi nous. Et c'est vrai que en fait, la recherche, c'est pas que institutionnel ou lié finalement à des laboratoires. Vous verrez que dans vos futures fonctions, quand on parle de service marketing, les entreprises qui font de la R&D, vous êtes un peu à l'interface quand on fait par exemple une étude de marché, quand vous vous direz tiens, on veut sortir un nouveau produit, comment est-ce qu'on peut le commercialiser, comment est-ce qu'on peut le... Vous verrez que vous serez peut-être amené en fait à travailler de cette manière. Donc je pense que faire des études, venez nous rendre visite si vous souhaitez avec Madame Huard, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs. Voilà, je vois. Et donc, n'hésitez pas, si ça vous dit, en tout cas, de passer nous voir au Granem ou à l'Estua. On sera très, très heureux de mieux vous présenter ça pour vos futurs parcours aussi ou autres, et même de vous faire expérimenter d'autres choses. Enfin, il y a peut-être des choses à voir. Et donc, c'est un plaisir aussi de répondre à vos questions si vous avez besoin. Toutes choses également, quoi. Voilà. Merci à vous, en tout cas.
Merci bien. Merci.